Merci Claudine Cohn de cette invitation que j'ai acceptée comme j'avais accepté la précédente. En effet, lorsqu'il y a près d'une dizaine d'années, j'avais publié un livre qui s'appelait Notre Humanité et j'avais présenté un exposé que vous rappeliez à l'instant autour du conflit de paradigme depuis le tournant du XXIe siècle entre ce que j'avais appelé le paradigme cognitiviste et le paradigme structuraliste dans les sciences humaines. M'en aviez demandé en quelque sorte la suite. Je vous ai dit que pour moi la suite actuelle, mes travaux actuels me portaient à des considérations morales, à la suite de ces réflexions à la fois épistémologiques et méthodologiques sur le concept d'humanité. Alors la question que je me pose et que je voudrais poser avec vous d'une façon extrêmement synoptique. De combien de temps je dispose, Claudine? 35 minutes. Bon, alors je vais essayer de faire vite. Voilà. Ce sont des réflexions évidemment très synoptiques qui résument un petit peu l'état actuel de ma réflexion sur les conséquences morales que l'on peut tirer d'une certaine définition de l'homme, si toutefois c'est le cas. Alors, pour ce que j'appelle l'humanisme, l'humanité a une valeur intrinsèque et tous les êtres humains ont une valeur égale. Sur quoi fonder ces deux étranges idées? On a pu, à un certain moment de la sécularisation des temps modernes, fonder l'humanisme sur le théisme. L'homme tire sa valeur de la place éminente qu'il occupe dans la création divine, et l'égale valeur des hommes se tire du fait qu'ils sont tous également son œuvre. Alors ce fondement est aujourd'hui fragile, comme chacun sait. Dieu a bon dos, s'il est tout-puissant, si ses destins sont impénétrables, s'il choisit arbitrairement ses élus, s'il ne reconnaît que ceux qui l'ont reconnu ou ceux qui respectent ses commandements révélés, le théisme, loin de mener à l'universalisme, peut aussi bien mener à la guerre sainte, aux croisades, à l'inquisition, au djihad, etc. On ne peut davantage fonder l'humanisme sur le naturalisme. La nature a elle aussi bon dos. Si l'homme est le produit de la nature comme il était l'œuvre de Dieu, on peut en déduire soit que tous les hommes naissent en effet naturellement égaux, soit au contraire qu'ils naissent naturellement inégaux, que la nature a fait des forts et des faibles, donc des dominants et des dominants. Il semble donc impossible de fonder de cette manière l'universalisme-humanisme. Toute dépendance de l'humanité à une entité supérieure ne fait qu'en fragiliser la valeur. Alors vous allez me dire, à quoi bon fonder l'humanisme? N'est-il pas suffisant de se fier à un sentiment universellement partagé, par exemple la compassion ou l'empathie que chacun éprouve pour ses semblables, ou encore sympathie universelle existant entre tous les êtres humains, thème exploité depuis les stoïciens de l'Antiquité. Malheureusement, ces émotions sont généralement mauvaises conseillères. Nul n'éprouve de sympathie pour tous les êtres humains, ni d'ailleurs pour les seuls êtres humains. Et à supposer qu'on éprouve de la sympathie pour tous ses semblables, eh bien, c'est le motif déclaré de la xénophobie que l'on éprouve de la sympathie que pour ses semblables. Quant à la compassion, prise au sens de pitié, elle ne se déclenche, comme chacun sait, qu'au spectacle des souffrances, et elle est forcément inégalitaire. On est plus enclin à s'émouvoir de l'oisillon tombé du nid sous nos yeux que d'une épidémie lointaine de choléra. Et même si, corrigé par la raison, ce sentiment compassionnel s'universalise, il se porte également vers tous les êtres susceptibles de souffrir, mais sans privilège particulier pour les êtres humains. C'est d'ailleurs le motif actuel de l'antispécisme, dont les principes anti-humanisme sont, qui est anti-humaniste dans ses principes comme dans ses conséquences. Le prétendu sentiment universel d'empathie mène donc aussi bien à la xénophobie qu'à l'animalisme. On est donc face à une alternative. Fonder rationnellement l'humanisme ou laisser place à quelque chose qu'on pourrait appeler le nihilisme. Mais s'il n'y a rien, aucun être supérieur, ni Dieu ni nature, sur quoi le fonder, sinon sur l'humanité elle-même? Serait-il possible de fonder la valeur de l'humanité sur sa définition même? Cela semble impossible. Il y a de nombreuses raisons, en particulier une raison classique, logique, qui s'opposerait à cela, qu'on va essayer de contourner. On ne peut, en général, dit-on, déduire
une valeur d'un être. Il y a là une difficulté. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire néanmoins dans les quelques minutes que nous avons de réflexion en commun. Alors, qu'est-ce qu'un être humain? Permettez cette réflexion un peu massive. Eh bien, je dirais d'abord que c'est un vivant. Alors, comme tel, comme tous les vivants, il aspire à vivre. Le vivant a ceci de particulier qu'il est l'être dont la finalité est strictement interne. En tant que vivant, il ne vit que pour vivre, c'est-à-dire pour se maintenir en vie et transmettre la vie. Tout vivant, autant qu'il est en lui, s'efforce donc de persévérer dans son être et de résister à la mort, la sienne ou celle de son espèce. Ce qui est remarquable dans le cas de cet être, dont l'humain est un exemple, mais enfin, tout être, les arbres en sont aussi, c'est que dans ce cas, l'être se confond avec le bien. On ne peut distinguer dans un être vivant ce qu'il est et le bien vers lequel il tend, puisque ce vers quoi il tend comme son bien, c'est son être même. C'est même la définition d'un être vivant, l'être qui tend à être comme à son bien. Ainsi en va-t-il non seulement de l'arbre, du corail ou de la puce, mais de nous autres hommes en tant que vivants. Ainsi, si nous n'étions que des vivants, nous n'aurions pas d'autre bien que de vivre. Mais nous sommes plus. Nous sommes des animaux. Qu'est-ce qu'on appellera animal? Un être vivant, mobile et hétérotrophe. Si un animal est mobile, c'est parce qu'il dispose d'un système d'information sur son environnement et d'un système d'action qui lui permet de réagir et de s'adapter à son environnement et à ses modifications. Poursuivre, éviter, fuir, attaquer. En ce sens très général, un animal, un corail, une éponge, un trypanosome, une puce, une huître, un insecte, n'est guère distinct dans son comportement d'un robot, par exemple, d'une voiture autonome. Je dis bien dans son comportement, mais il y a d'autres choses qui font que, par exemple, qu'il soit vivant. Qui dispose lui aussi d'un système d'information, des capteurs divers et d'un système d'action, des mouvements adaptés. Une bête robot ou un animal machine, par exemple. Bon. Dans ce schéma, il y a un unique système de transmission de l'input à l'output, des informations sur le milieu, hostile ou favorable, entrent dans l'organisme pour se transformer ensuite en impulsions adaptées à ce milieu. En tant qu'animaux machines, nous sommes des automates dans la plupart de nos comportements. En tout cas, des comportements vitaux, nous respirons, nous marchons, nous conduisons la plupart du temps sans en avoir conscience. Eh bien, quel est, dans ce cas-là, comment déduire le bien de cet être que nous sommes, comme d'autres animaux machines? Eh bien, pour les machines qui ne sont pas des animaux, le bien, c'est de réaliser ce pourquoi ils sont faits, autrement dit, leur finalité externe, celle qui est voulue par leur concepteur et utile aux usagers. Le mal, c'est le dysfonctionnement, la panne et l'obsolescence. Alors, pour les bêtes, ces bêtes que nous sommes aussi, le bien, c'est l'adaptation spontanée de nos réactions aux modifications du milieu. Le tout au service de la vie, qui est la finalité, comme je l'ai dit, interne du vivant. Alors donc le mal, dans ce cas-là, c'est la blessure, la lésion, la maladie, l'asthénie, la sénescence. Évidemment, nous ne sommes pas que des animaux machines, comme beaucoup d'autres animaux, et notamment au moins tous les mammifères, nous sommes des animaux conscients, donc sensibles. Alors, beaucoup d'animaux, dont les humains, ont accès à une conscience qu'on appelle phénoménale, c'est-à-dire qu'ils ressentent quelque chose. Certaines des informations qui leur viennent de leur milieu leur font quelque chose. Ils expérimentent certaines de leurs propres impulsions à s'adapter au milieu. Ils éprouvent quelque chose. D'un côté, douleur, désir, stress, ou encore odeur, son, et d'un autre côté, impulsion à fuir, à se rétracter, à éviter, à rechercher, etc. Donc d'un côté, ces animaux sentent, par l'odorat, la vue ou par écholocation, certaines modifications de leur environnement extérieur. D'un autre côté, ils éprouvent en eux des impulsions à réagir en conséquence. Nous pouvons donc nommer croyances, les informations qui leur parviennent de leur milieu externe, et nous pouvons nommer désir, dans un sens extrêmement large, dans les deux cas, les impulsions internes à agir sur leur environnement. C'est-à-dire que ce sont des impulsions conscientes qu'on appelle
que j'appelle de façon très très large les désirs. Éviter ou fuir le prédateur, chasser la proie, rechercher breuvage ou nourriture, séduire le partenaire, dominer le rival. Ils ont la conscience brute de quelque chose d'indécomposable. Ici, source de nourriture. Hein. Là, un prédateur, mais ce n'est pas là un prédateur, c'est une espèce d'affordance globale. Là-bas, une femelle en chaleur, etc. Une croyance brute ne se donne pas en elle-même pour vraie ou fausse, mais s'impose comme une donnée immédiate dans laquelle rien ne distingue la conscience et le monde, qui ne suppose aucune différence entre un extérieur et un intérieur. On peut donc dire qu'au contraire des bêtes robots, qui ne font que réagir, les animaux conscients agissent. Leurs actes sont, comme les nôtres, le fruit de la combinaison de certaines croyances et de certains désirs. Par exemple, ils croient qu'il y a un prédateur et ils désirent fuir. Ils éprouvent le désir de fuir. Alors, pour ce type d'être, quel est le bien ? Puisqu'à chaque fois, j'essaie de déduire le bien de l'être. Alors, le bien pour un animal conscient, c'est de pouvoir agir conformément aux exigences de son espèce, qu'il ressent sous forme de désir, en s'adaptant aux contraintes qu'il perçoit de son environnement. La manifestation phénoménale de cette réalisation des désirs, c'est le plaisir. Alors, si on recourt à une vieille distinction en montant à Épicure, deux formes, en repos, c'est-à-dire le bien-être des désirs satisfaits, et en mouvement, c'est-à-dire le plaisir de la satisfaction elle-même. Lequel plaisir peut aussi rétroactivement devenir le mobile des actes de l'animal, c'est-à-dire bien évidemment aussi des animaux humains que nous sommes. Et qu'est-ce que le mal ? Le mal, c'est tout ce qui fait obstacle à la réalisation de cette activité. Les manifestations phénoménales chez l'animal en sont la faim, la soif, l'inconfort, le stress, la douleur, la souffrance, etc. Alors, ce n'est pas tout. Car nous sommes plus que des animaux conscients, nous sommes des animaux parlants. C'est un animal que j'appelle doué de logos, en reprenant ce mot grec qui signifie, comme chacun sait, aussi bien raison, ce qui suppose une certaine structure de conscience sur laquelle je vais revenir, et langage, c'est-à-dire non pas du tout une aptitude à l'expression et à la communication qui existe chez beaucoup d'animaux sociaux, mais d'une faculté de dialogue. Donc je définirais l'homme comme un animal dialogique, ce qui n'empêche qu'il ait aussi conscience, etc., tout ce que j'ai dit auparavant. Le parler humain obéit à ce que j'ai pu appeler une relation triangulaire, définie par deux relations. Un parler A, qui est la relation d'interlocutivité, qui est réciproque, je te parle, je te dis que, et tu me dis que, etc. Et parler de, qui est la relation à un objet extérieur. Alors, pour que les deux interlocuteurs puissent se parler l'un et l'autre, il faut qu'ils puissent parler de la même chose. Et pour qu'ils aient quelque chose à échanger, il ne faut pas qu'ils disent la même chose. La solution de ces deux exigences opposées est une structure propre au langage humain qui est la prédication. C'est-à-dire la distinction de ce dont parlent les deux interlocuteurs, le sujet, qui est forcément le même, et ce qu'ils en disent, le prédicat, qui doit pourtant être différent, sinon il n'aurait rien à se dire. C'est la base du langage humain, S et P, ou S et Q. Parler, c'est pour un locuteur, dire à quelqu'un quelque chose à propos de quelque autre chose. Socrate est sage, dit l'un, cette table est blanche, dit l'autre, et l'autre doit pouvoir répondre non, S n'est pas P, Socrate n'est pas sage, cette table n'est pas blanche. Voilà donc les deux relations. Entre interlocuteurs, c'est le jeu du je et du tu, relation d'interlocutivité. Entre eux et le monde, c'est la relation d'objectivité. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, qu'est-ce que ce langage va changer à la conscience, c'est-à-dire aux croyances et aux désirs de l'animal? Distinguons en effet deux côtés l'input des relations, des connaissances auxquelles il peut accéder d'un côté, ce que j'appelais la phase théorique, et l'output des actes qu'il peut accomplir d'un autre côté, la phase pratique. Alors,
qu'est-ce que le langage, au sens de la possibilité dialogique, va changer la conscience humaine? Phase théorique. Alors, un animal croit immédiatement quelque chose parce qu'il sent, lui, une information. Je l'ai dit. Il en fait l'expérience. Mais un être humain, parce qu'il a la capacité de penser et dire « je », entre autres, peut non seulement croire quelque chose, mais aussi croire quelque chose à propos de sa propre croyance ou de celle d'un autre. Par exemple, que sa croyance du premier ordre est vraie ou fausse. Exemple classique, Descartes, première méditation, je suis, argument dit du rêve, je suis en train d'écrire, à mon bureau, je me réveille, je prends conscience que je suis en réalité tout nu dans mon lit. J'ai la conscience que j'avais est une conscience fausse, une croyance fausse. Ceci, je ne vais pas développer ce point, suppose la structure dialogique du langage humain et n'est pas possible si nous avons simplement une croyance du premier ordre. Il faut l'accès au je, etc. Il faut aussi l'accès au tu pour que je puisse dire non, tu te trompes, ce n'est pas ta croyance est fausse, etc. Autrement dit, par le simple fait qu'il dispose du langage, il peut penser et dire je et accéder au jugement. Il peut penser et dire que S est P, et ainsi accéder aux notions de vérité et de fausseté qui n'étaient pas possibles au niveau précédent, distinguer ses propres états de conscience de la réalité extérieure dont il parle, et dire que cet état de conscience correspond ou non à la réalité. Alors ce que je souhaite montrer, c'est qu'il en va de même du côté de l'output, du côté du désir. Une personne, c'est-à-dire un animal parlant, peut non seulement, comme un animal conscient, désirer agir, mais aussi il peut désirer agir ou ne pas agir. Son désir, au lieu de prendre pour objet immédiat un acte à accomplir, peut prendre pour objet immédiat son propre désir d'accomplir cet acte, exactement de la même manière que sa croyance peut prendre pour objet médiat sa propre croyance. Alors, à l'instar de du côté théorique, on peut appeler une métacognition, il s'agit d'un métadésir. Ainsi, je peux ainsi non seulement désirer agir, mais désirer agir, c'est-à-dire vouloir. C'est la capacité à avoir, comme le dit le philosophe Harry Frankfurt, en sus des désirs de premier ordre, des désirs de second ordre, portant sur les précédents. Alors, on appellera volition ces désirs de second ordre, analogues aux croyances de second ordre, que j'ai appelé des jugements. Par le jugement, qui est une croyance sur une croyance, un sujet accède à l'idée de vérité. Par la volition, désir sur un désir, un sujet accède à la liberté. Alors, un agent est libre, non pas du tout parce qu'il dispose d'une espèce de puissance métaphysique, une sorte de libre arbitre, s'il agit comme il veut, ce qui implique qu'il peut ne pas agir comme il le désire. L'alcoolique, par exemple, pour prendre un exemple classique, désire boire, mais ne désire pas désirer boire. Il voudrait ne pas désirer sa boisson, il ne boit pas librement. Le continent, au contraire, est libre par rapport à son désir de boire. Il s'empêche volontairement de boire, même s'il le désire. Tel autre, tempérant, s'abstient d'agresser sexuellement sa voisine que pourtant il désire, ou de frapper son rival, même s'il en éprouve fortement l'envie. Agir comme on veut, c'est être libre, dans ce sens au moins minimum du terme. Voici un petit schéma qui résume les deux aspects de ce premier effet du langage. Alors, passons, comme à chaque fois, de l'être au bien. Le bien pour un tel être, c'est de se sentir agir librement. Le mal, c'est de se sentir forcé, contraint, obligé. On connaît la souffrance du prisonnier, mais aussi celle de l'alcoolique ou celle du drogué. Inversement, on connaît la jouissance de celui qui se sent libre, non parce qu'il peut réaliser ses désirs de premier ordre, ça c'est le plaisir sensible,
dont j'ai déjà parlé à propos de l'animal conscient, mais parce que, tout bien pesé, il a choisi de faire ce qu'il fait, alors même qu'il sait qu'il aurait pu agir autrement. Que ce soit libérer la princesse ou torturer l'innocent. Car contrairement à ce que prétendait, par exemple, Kant, on peut prendre un exemple, cette jouissance de la liberté est commune au juste et au tyran. Qu'on le veuille ou non, c'est la même. Il n'y a pas plus de volonté de liberté, dans la volonté de renoncer à son désir immédiat et égoïste et dans la volonté lucide de le satisfaire. Et contrairement à ce que voulait, par exemple, Aristote, il y a autant de rationalité pratique, c'est-à-dire de prudence, de capacité à adapter consciemment des moyens à une fin, dans l'action vicieuse que dans l'action vertueuse. Cette jouissance de la liberté, néanmoins, est éprouvée comme supérieure à tout plaisir sensible. Parce qu'au plaisir sensible de satisfaire un désir de premier ordre se substitue et parfois s'ajoute celui de satisfaire un désir de second ordre et de se reconnaître comme étant le sujet véritable de cette volonté d'agir. Au désir senti en soi s'ajoute ou se substitue la volonté qui dit « c'est bien moi, c'est moi qui ai fait cela ». Jouissance d'être soi, jouissance maligne, jouissance démoniaque parfois, ou au contraire, jouissance glorieuse et pour ainsi dire sainte parfois. C'est aussi bien la jouissance de Don Juan, de Faust ou de Médée que celle de Rodrigue, de Cyrano ou d'Antigone. C'est celle de tous ceux qui choisissent leur camp, collabos ou résistants. Le bien humain, là encore, se déduit de son être. Il se mesure aux actes qui réalisent cet être. En agissant librement, chacun se sent être plus qu'en agissant contre son gré. Mais l'être humain n'est pas seulement capable d'atteindre un premier niveau de rationalité, croyance en la fausseté de ses croyances ou en la vérité de ses croyances de premier ordre, désir de deuxième ordre, il est aussi capable, parce qu'il est un animal doué de logos, de justifier auprès des autres de la vérité de ses croyances et de la correction de ses volitions. Alors, il ne faut pas en rester à ce premier repli, c'est-à-dire ce premier degré de rationalité. Pour monter d'un degré dans la définition de l'animal humain, il faut faire intervenir une caractéristique du langage humain plus générale. Il faut recourir au triangle fondateur du langage humain que j'ai appelé l'union de la relation d'interlocutivité et la relation d'objectivité. Parler, ce n'est pas seulement juger, c'est-à-dire affirmer ou nier, comme dans le cas précédent, c'est pouvoir répondre de ce qu'on affirme ou de ce qu'on nie devant autrui. Alors il y a deux phases de la justification, du côté des croyances et du côté des désirs. Autrement dit, les justifications théoriques des jugements que l'on tient pour vrais et les justifications morales des volitions que l'on tient pour bonnes. Je vais aller très vite sur le premier aspect, la phase théorique. Nous pouvons avoir des croyances sur des croyances de nos croyances. Nous atteignons le niveau de ce qu'on appelle une croyance justifiée, qu'on appelle un savoir, c'est-à-dire que nous pouvons appuyer ce que nous croyons vrai par la croyance en la raison pour laquelle nous croyons que c'est vrai. Ce qu'on appelle en effet le savoir depuis Platon. Croyance de troisième ordre. Croyance en la véracité d'une source, d'une croyance tenue pour vraie. Alors évidemment, cela suppose le dialogue, c'est-à-dire le besoin de se légitimer soi-même ou de persuader autrui, voire la nécessité de convaincre un auditoire, réel ou imaginaire, particulier ou universel, personnel ou impersonnel, des raisons que l'on a de croire en ce qu'on croit. Alors, je vais être un peu plus précis sur le côté pratique qui nous intéresse davantage. Le fait que nous puissions agir non seulement en notre propre nom, mais par le fait que nous le faisons devant autrui et devant collectivité, nous recourons à des normes ou à des valeurs collectives. Être soi-même, c'est certes pouvoir vouloir en son nom propre ce qu'on fait, mais c'est aussi pouvoir justifier pour autrui ce qu'on fait au nom de valeurs. Viser une valeur, ce n'est pas seulement désirer agir, conscience, ni même vouloir agir, jugement,
C'est agir pour des raisons, c'est vouloir agir au nom de quelque chose qui devrait être désiré par tous, ce qui suppose la transmissibilité des raisons d'agir. Exactement comme on passe du cru au jugé et du jugé au su pour les raisons. J'agis ainsi parce que c'est bien. Il est juste pour telle et telle raison d'agir ainsi. Certes, le tempérant s'abstient volontairement de boire avant de conduire, mais il peut vouloir rester sobre pour de nombreuses raisons, préserver sa santé, éviter un procès verbal, sauvegarder des vies innocentes, conserver sa lucidité pour faire une conférence ou pour commettre un larcin, et ces valeurs sont forcément communicables et partageables. On peut insérer ces raisons particulières dans des valeurs générales. Alors, il y a énormément de valeurs sociales, politiques, la laïcité, la paix, l'ordre républicain, la défense des opprimés, la justice sociale, la victoire de la Révolution, la dictature du prolétariat, la grandeur de la nation, l'évangélisation des païens, la mission civilisatrice d'Occident, l'élimination des hérétiques, l'écrasement des infidèles, l'espace vital, la pureté de la race blanche, le triomphe de la race aryenne, etc. Chacune de ces valeurs dépend d'un nous disponible ou crée un nous imaginaire. Mais alors vous avez aussi des valeurs spirituelles, la préservation des traditions, la sainteté, la gloire du Sauveur, la grandeur de Dieu, la survie de l'humanité, la cause animale, la sauvegarde de la biosphère, la pureté de la nature, etc. Toute justification d'une action la pose comme bonne, mais aucune justification n'est bonne en soi. C'est à ce double signe qu'on reconnaît les valeurs. Toutes visent un bien, parfois contre un mal, mais elles ne visent pas toutes le même. En d'autres termes, toutes les valeurs humaines sont bonnes en tant que valeurs, mais aucune n'est bonne pour tous. Celui qui noie volontairement son enfant comme celui qui le sauve de la noyade le font au nom de valeurs. Alors, c'est en un sens normal que les valeurs soient contradictoires, puisqu'elles sont de l'ordre de la contradiction dialogique. Si irrationnelles qu'elles paraissent, elles réalisent toute l'essence de l'animal rationnel, c'est-à-dire parlant. L'homme est un animal dialogique pour le meilleur et pour le pire. Alors, quel est le bien de tout cela? Eh bien, les valeurs satisfont l'animal humain pour deux types de raisons, en tant qu'elles sont des valeurs et en tant qu'elles sont partagées. En tant qu'elles sont partagées, elles répondent à une tendance anthropologique fondamentale inscrite dans la relation d'interlocutivité, définissant le logos humain. Être soi, en étant nous, dire et penser nous pour pouvoir vraiment être soi. Cette double satisfaction résulte du fait d'agir au nom de valeurs partagées, se traduit pour l'être humain par un sentiment au-dessus du plaisir physique, au-dessus de la jouissance de la liberté, celui de l'exaltation d'être soi par un nous. En tant qu'elles sont des valeurs, elles donnent un sens à l'action et donc à la vie humaine qui va au-delà, évidemment, du simple plaisir ou du simple fait de vivre ou du simple plaisir, au-delà même de la liberté d'agir. Elles donnent un sens à la vie. Quel est ce sens? Peu importe. Toute valeur est bonne à prendre au pays des hommes. N'importe quel signifiant vide, n'importe quel drapeau peut devenir une valeur et n'importe quelle valeur peut devenir sacrée et donner sens à n'importe quelle vie individuelle ou collective. Nation, Allah, Christ, race, arien, vraie croix, révolution, lieu saint, hérésie, sang, virginité, honneur, etc. L'humanité est-elle condamnée à cette guerre des dieux? N'y a-t-il aucun savoir, aucune valeur universelle? Voilà la question qu'un peu tardivement, j'aborde enfin. Alors, pour atteindre le dernier degré de la définition de l'animal humain et de son bien propre, il ne faut pas se contenter de recourir au triangle fondateur du langage humain, l'union de l'interlocutivité par les A et de l'objectivité par les deux. Il faut recourir à ces deux conditions constitutives séparément, indépendantes. D'un côté, la relation de l'humanité au monde, d'un autre côté, la relation de l'humanité à elle-même. Alors, voilà, parler, c'est pas seulement juger et pouvoir répondre à ce qu'on juge, c'est aussi pouvoir accéder à la relation d'objectivité et d'interlocutivité universelle. Alors, prenons le premier aspect, face théorique. Y a-t-il un savoir universel qui ne reposerait sur aucune croyance? Sans doute pas, si l'on entend par là un savoir qui porterait sur toute chose et qui accorderait tous les hommes en faisant cesser leurs différends sur leurs croyances. Néanmoins, l'humanité comme telle se montre capable de procédures universelles de justification de ses connaissances. C'est ce qu'on appelle
des sciences. Par science, nous n'entendons pas ici tel ou tel savoir particulier, ni telle ou telle discipline particulière, mais par-delà résultats, disciplines et méthodes, un certain type idéal de savoir obéissant à des procédures universalisables d'un ultime niveau d'objectivité et par conséquent aussi de rationalité. Autrement dit, un certain type de discours focalisé sur la relation d'objectivité et dans laquelle tente à disparaître toute trace d'interlocutivité, alors même qu'il demeure ouvert à la discurtivité. Autrement dit, selon la définition que j'appelle anthropologique, la science, c'est la quête humaine indéfinie de l'objectivité. C'est le passage de ce schéma-là à ce schéma-là. L'idéal scientifique, c'est de pouvoir voir le monde de nulle part, afin de le comprendre tel qu'il est en lui-même. La science achevée nous ferait voir un monde vu sans personne pour le voir. Impersonnalité, avec détachement, des intérêts, car tout intérêt est particulier, sans croyance a priori, donc systématique, car toutes nos croyances reflètent un certain point de vue. Il en va de même de la phase pratique de l'universel. Si la science est la quête du point de vue de nulle part, je dirais que la moralité, c'est la quête du point de vue de toutes parts. Sur le plan de la phase pratique, y a-t-il un accès à une procédure universalitable de justification des désirs? Je définirais ainsi la morale humaniste, comme point de vue de toutes parts. Un être rationnel est capable, on l'a vu, d'agir volontairement, faire ou non ce qu'il désire, parce qu'il peut penser et dire « je » et approuver ou désapprouver ce qu'il désire. Il est aussi capable de justifier ses actes par l'appel à des valeurs qui représentent ce qui est désirable pour une collectivité. En quoi serait-il capable d'agir bien, c'est-à-dire pour autre chose que son propre bien? Cet être purement rationnel, moral, est le symétrique de l'être purement rationnel, moral, théorique. De l'être purement rationnel, théorique, pardon. De même qu'une humanité réduite à la raison est capable d'atteindre l'idéal scientifique, qui est la raison dialogique réduite à la relation d'objectivité, de même l'humanité est capable d'atteindre l'idéal moral, qui est la raison dialogique réduite à la relation d'interlocutivité, c'est-à-dire ceci. Cette faculté nommée raison n'est-elle pas, dira-t-on, essentiellement calculatrice? Cette raison est ce qui nous permet, plutôt que d'agir de façon altruiste, dit-on, d'agir avec prudence au mieux de nos intérêts, ou dans le meilleur des cas, d'agir de façon désintéressée, mais pour défendre quoi? Nos valeurs. Cette raison-là est dite instrumentale, au sens où elle permet de déduire les moyens les plus adéquats d'atteindre une fin visée, mais non de déterminer la fin ou le bien. Car l'être humain est un animal, comme nous l'avons dit, et comme chez tout autre animal, c'est le désir, ou le désir de désir, lequel suppose un désir de premier ordre, non la raison, qui détermine les fins. On n'agit que sous l'emprise d'un désir. Oui, mais il n'en va pas de même de la raison, au sens que j'entends, c'est-à-dire non pas raison qui serait instrumentale, mais de la raison dialogique, de la raison logos, propre de l'homme, capacité à parler de quoi que ce soit, à qui que ce soit, indifféremment. C'est d'elle que l'animal humain tire son aptitude à juger, selon le oui et le non, argumenter pro et contra, et à justifier ses actes en faisant appel à des valeurs qui dépassent ses propres désirs. Alors, quelle expérience de pensée je vous propose pour le montrer très rapidement. Je fais l'expérience de pensée d'être réduit à ce que j'appelle des discutants impartiaux, des êtres humains dotés de cette seule faculté propre aux êtres humains, raison dialogique. Ils ne disposent d'aucune des aptitudes que nous partageons avec d'autres animaux, l'émotion, la sensibilité, l'affectivité, des êtres de raison pure, de raison dialogique pure, sans aucune identité singulière, caractère, genre, race, religion, opinion, origine familiale, sociale ou nationale. Supposons qu'il leur soit demandé de déterminer les règles éthiques régissant les relations humaines en général. Disposant de logos, ils ont la capacité à dire et à penser « je », sont dotés de volonté libre, au sens de désir, de capacité à argumenter selon le pour et le contre. Étant tous capables de parler
les uns aux autres et à tout autre, ils sont capables de vivre dans le monde les uns avec les autres et avec tout autre. Cependant, ils sont, comme on dit, sous le voile de l'ignorance de leur situation personnelle dans le monde réel, à l'instar des contractants de la théorie de la justice de John Rawls. Mais alors que ceux-ci ont pour tâche de définir les principes de justice d'une future communauté politique, nos discutants doivent déterminer la meilleure façon de vivre entre humains. Ils ignorent tout ce qui ne dépend pas d'eux. Leur lieu de naissance, leur date, leurs conditions de naissance, leur patrimoine génétique, leur talent inné, les chances ou les malchances de leur existence. Ils sont réduits à ce qui dépend d'eux. Comme chacun ignore qui il sera et quelle sera sa condition personnelle ou sa situation relative, fort ou faible, puissant ou misérable, généreux ou avare, chacun voudra s'assurer de ne pas être agressé ou discriminé par plus avantageux naturellement que soi et d'être éventuellement assisté en cas de difficulté structurelle, maladie ou passagère, handicap, blessure, fragilité, vulnérabilité quelconque. Il est donc certain qu'il finirait par s'accorder sur ce qu'on peut appeler une éthique de la réciprocité. Elle peut s'énoncer diversement. Par exemple, en cette formule, chacun s'efforcera de traiter tout autre comme il voudrait être traité par lui. Cette éthique pourrait être aussi déclinée en diverses règles négatives. Par exemple, nul ne portera préjudice à qui que ce soit, au positif. Chacun s'efforcera de porter assistance à tout autre. Peu importe, toutes les formules, les règles, les maximes de cette éthique purement rationnelle se ramènent à un seul principe, la réciprocité, lequel, à son tour, dépend de la valeur égale des êtres considérés. Car il ne peut y avoir de traitement réciproque que de la part d'êtres qui se considèrent naturellement égaux. Et en tant qu'ils ne sont qu'irrationnels, ils sont naturellement identiques et a fortiori égaux. Penser l'action du point de vue de la pure raison pratique dialogique consiste à adopter ainsi le point de vue impersonnel auquel on accède par cette expérience de pensée, faire abstraction de qui l'on est, s'abstraire de son identité pour se considérer comme un autre et tout autre comme soi-même, appréhender de l'extérieur les situations dans lesquelles on se trouve comme si on n'était pas personnellement impliqué. Alors, on objectera, je passe un passage dans lequel je montre que les discutants impartiaux ne peuvent reconnaître d'autres valeurs, car dans le monde de la réponse en pure, il n'y a pas d'autre nous que le nous humain. Alors, on pourrait objecter que les règles éthiques adoptées après discussion par des esprits rationnels ne font au fond que reprendre les conditions formelles de mon expérience de pensée. Évidemment, n'est-ce pas précisément parce que nos discutants impartiaux sont réduits à leur logos et considérés comme des partenaires égaux de discussion capables d'approuver ou de désapprouver ce que disent les autres, qu'ils approuvent les règles de vie dans lesquelles ils retrouvent ces mêmes principes d'égalité et de réciprocité? Bien sûr, c'est vrai, mais ce n'est pas une objection. C'est la thèse elle-même. C'est précisément en cela que consiste l'expérience de pensée. En tant qu'il est doué de logos, l'être humain considère tout autre être humain comme un partenaire possible de dialogue argumenté et le considère donc comme son égal. L'égalité ou la substituabilité des êtres humains est la base de tout dialogue. La substituabilité, cela ne signifie pas que tout être est réellement remplaçable, c'est au fond l'inverse, c'est qu'il est irremplaçable puisqu'il a une valeur intrinsèque, celle qu'il s'accorde à lui-même et que tous les autres lui accordent. Alors le point essentiel, et dans les 2 minutes qui me restent, je vais essayer de le dire, est le suivant. C'est que lorsque l'on passe de l'être au bien, il est bon pour un être rationnel d'agir selon le principe de réciprocité. Certes, mais bon en quel sens? Car tout est là. Qui agit bien, par exemple au sens de Kant, se conforme à ce qui est bon en soi et nullement à ce qui est bon pour lui. D'une certaine manière, il sacrifie son intérêt personnel sur l'autel de la moralité. Qu'en est-il de celui qui agit selon le principe de réciprocité ou l'une de ces formules dans l'expérience de pensée que j'ai suggérée? Il semble bien se régler sur ce qui est bon pour lui, agir ainsi, par une sorte de donnant, comme dans les théories contractualistes, paraît relever de la prudence plus que de la moralité. N'est-ce pas l'intérêt bien compris de chacun d'obtenir des autres une conduite conforme à ces formules? On se préserve ainsi de tout risque de discrimination ou d'agression de la part des autres. Pourtant,
Au niveau d'abstraction de cette expérience de pensée, rien ne permet de distinguer conduite intéressée, ou du moins prudente, et conduite désintéressée, ou même morale. En fait, dans une situation où l'on est réduit à sa rationalité pratique dialogique, chacun se pense lui-même comme pouvant être un autre et pense tout autre comme un autre soi-même. Il n'y a donc aucune différence réelle entre soi et les autres, il n'y a qu'une différence purement formelle, la capacité à dire et à penser « je » d'un certain sujet dont on ne sait rien et à s'adresser à tout autre sujet par un « tu » dont on ne sait rien, sinon qu'il est un sujet comme soi. On ne sait donc pas si ce « je » ou « tu » ou « il » ou « elle » serait généreux et se conduirait dans le monde réel selon le principe de réciprocité parce qu'il est doté d'une nature généreuse et altruiste et qu'il considère les autres avec la même bienveillance que celle qu'il s'accorde à lui-même, ou s'il serait d'une nature ladre et accepterait de se conduire selon ce principe qu'il a choisi rationnellement par simple calcul, parce qu'il considère les autres comme aussi égoïstes que lui-même. C'est précisément l'effet de l'expérience de pensée de rendre vaine toute distinction entre conduite intéressée et désintéressée, puisque chacun s'y considère de façon impersonnelle. Tout moi est un toi, et tout toi est un moi, et tous, toutes sont des eux, elles, comme je le suis pour eux et pour elles. Le principe de réciprocité n'est ni égoïste ni altruiste, il est neutre par rapport à cette distinction. Il n'y a aucune différence du point de vue de la raison pure, pratique, dès lors qu'elle est dialogique entre les conseils de prudence et les prescriptions de la moralité. Je conclus donc dans le temps qui m'est imparti. D'où vient cette étrange idée que les hommes sont égaux, alors qu'ils sont naturellement inégaux en presque tout. Ils ne sont naturellement égaux qu'en tant qu'ils sont doués de raison dialogique, en tant qu'ils peuvent se parler les uns aux autres et peuvent donc s'entendre. C'est là le fondement suffisant de toute la morale et d'une bonne partie de la politique. Ainsi se trouverait fondé l'humanisme sur la définition même de l'homme comme vivant, comme animal conscient et comme animal apte au dialogue. Le bien de l'être humain se déduit de son être, la valeur de l'humanité comme la valeur égale de tous les êtres humains. Et voici le résumé de l'ensemble de mon intervention que vous avez sous les yeux. Je vous remercie.